Bon, après, éventuellement, si vous avez d'autres questions, on aura le temps de reprendre. Donc, de conclure justement cette journée de travail sur, j'ai dit tout à l'heure, hein, l'important, c'est la capacité de penser simultanément l'élaboration du sujet, la réflexion, et puis le travail d'écriture, d'élaboration concrète. Et on a vu, ne serait-ce que sur un 2 pages, que ce n'est pas forcément très simple, et que même pour élaborer un titre, ce n'est pas forcément très simple. Donc finalement, cette conclusion, elle vise à la fois revenir sur certains points qu'on a essayé de pointer aujourd'hui, et peut-être aller vers quelques questions quelques recommandations ou conseils plus pratico-pratiques sur l'écriture. Alors, l'élaboration d'une recherche, la publication d'une thèse, la publication d'articles, parce que je suppose que quand vous aurez fait votre thèse, l'output, ce n'est pas forcément simplement le document, mais vous aurez intérêt éventuellement à en sortir des articles de vulgarisation dans des revues spécialisées, ou en tout cas parce que pour transmettre des résultats d'une manière plus souple et plus facilement disséminable qu'avec un gros document. Les questions de départ, on a vu un peu tout à l'heure sur l'élaboration du pitch, sur la réflexion, mais y compris sur le tour de table. C'est pourquoi j'ai choisi de m'engager dans un doctorat, et pourquoi ce projet de recherche particulier, quelle communication et quel lecteur ai-je en tête pour mon futur travail, finalement, l'idée que la production de connaissances, elle n'est pas simplement l'hypothèse de départ que vous allez chercher à valider, mais elle est le processus de recherche elle-même, l'élaboration, l'interaction, je vais y revenir tout à l'heure, est aussi une dimension importante à travers lesquelles vous allez produire de la connaissance. Et puis, je disais sur les articles, votre thèse ne sera pas le seul output de votre recherche. Hein. Vous aurez un output sur votre expertise, le développement d'une expertise, d'une connaissance, et puis éventuellement d'autres supports de production. Et il faut aussi y penser. Alors ça peut être un livre à partir de la thèse, ça peut être des articles, ça peut être des articles spécialisés, d'autres plus généraux, etc. Ça peut être des plaquettes de conseils, etc., ou des guides. Mais en tout cas, je pense qu'il faut aussi penser sa recherche dans un cadre un peu plus large. La question de l'évaluation de votre recherche, là aussi, hein, on parle à des lecteurs, on parle à des évaluateurs, on parle à des directeurs de thèse, à des superviseurs, à des professeurs. Quelles questions se posent-ils ? La première, c'est finalement, en quoi ce travail est-il original ? Hein, moi, je lis beaucoup de thèses, beaucoup d'articles. C'est pourquoi je vais lire celui-là plutôt qu'un autre. Qu'est-ce que ça va apporter de nouveau ? Est-ce que ce qui est nouveau, c'est le traitement ? Est-ce que ce qui est nouveau, c'est le sujet ? Est-ce que ce qui est nouveau, c'est la nature des résultats ou la nature de la question ? Donc là aussi, je pense que c'est un point sur lequel il faut que vous, pas forcément maintenant, mais peut-être, d'une part maintenant sur finalement votre travail, en quoi, dans ce que vous allez lancer, quelle est la part un peu nouvelle, mais aussi à l'arrivée, que vous sachiez, une fois que vous aurez élaboré vos résultats, etc., en quoi c'est original et nouveau, en quoi c'est pertinent et comment ça s'articule à déjà l'existant. On a eu l'occasion, dans le tour de table, je vous ai dit, tiens, il y a peut-être des travaux dans ce champ-là, qui peuvent vous nourrir, qui peuvent éventuellement vous servir à aller plus vite, etc. Là aussi, c'est pas des conseils, rituels que je vous donne, c'est simplement pour aller plus vite. Il ne faut pas faire une revue de littérature pour faire une revue de littérature, mais le fait d'aller lire des articles existants, d'aller lire des références, ça sert surtout à gagner du temps sur l'avancée de réfléchir. Quand on lit des papiers, c'est pas pour dire j'ai lu un tel, et de faire des citations. Quand on lit des papiers, c'est surtout, tiens, un tel, il a dit ça qui peut me servir parce que dans tel contexte, ou au contraire, un tel, il a dit ça, mais je ne suis pas d'accord parce que... Donc, en fait, les lectures que vous faites et les références qu'on vous demande
dans les fiches d'avancée de votre thèse, etc., ou dans le cadre de la thèse, ce n'est pas simplement parce que la revue de littérature, c'est un passage obligé, ou c'est une figure de style, c'est d'abord parce que c'est essentiel à l'avancée de votre réflexion. On se nourrit à partir de... C'est pour ça qu'il ne faut pas forcément multiplier les lectures, mais aller les sectionner et s'en servir pour avancer. Donc ça veut dire qu'il faut faire des fiches de lecture, mais de façon intelligente, pas simplement en faisant un résumé, en faisant une fiche de lecture qui va dire en quoi ce qu'il y a là-dedans est utile pour moi. Hein ? Éventuellement un peu plus largement, parce que peut-être que ce qui vous semble utile aujourd'hui, ce n'est pas ce qui vous semblera utile dans 1 an ou dans 2 ans. Et que donc, il faut que dans 2 ans, si vous dites, bah, tiens, il me semblait qu'il y avait quelque chose dans tel article ou dans tel livre, vous ne soyez pas obligé de repartir lire l'article, mais qu'éventuellement, sur votre fiche de lecture, vous pouviez retrouver des éléments qui vous disent, est-ce que ça vaut le coup ou pas d'aller y voir. Mais donc, c'est ce travail-là qui est un travail un peu de cumulation, mais qui est positif et qui n'est pas simplement un détour obligé. Bon, validité, objectivité, la méthodologie, j'en ai parlé, hein, la rigueur, la clarté, l'explicité. Est-ce que finalement le travail est clair ? Qualité de l'écriture. Ouais, ben vous l'avez vu, hein, si vous avez commencé à lire des articles, à lire des livres, il y a des livres qui se lisent plus facilement que d'autres. Et quand c'est bien écrit, on comprend mieux. Et quand on comprend mieux, on digère mieux et on s'approprie mieux. Mais c'est la même chose quand vous allez écrire. Hein, donc le travail d'écriture, de style, de relecture, mais ça veut dire souvent plusieurs passages, plusieurs versions. C'est un peu ingrat, mais c'est essentiel pour la transmission des idées, la communication des idées. Hein, vous pouvez avoir les meilleures idées du monde, etc. Si l'écriture est abrupte, un peu confuse, pas suffisamment précise, vous aurez du mal à faire passer toute la force de vos réflexions. Logique dans la progression des arguments, je vous ai dit tout à l'heure l'importance du storytelling et de construire le récit, et d'y penser en tout cas à comment vous voulez raconter votre histoire. Implication théorique et pratique. Ok, j'ai fini mon travail, ben, qu'est-ce que j'apporte ? So what ? Qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Qu'est-ce que le lecteur va en faire ? Qu'est-ce qu'il va en retenir ? Pas oublier non plus que, je vous parlais tout à l'heure sur le prolongement des savoirs existants, c'est bien d'aller chercher des auteurs anciens parce que souvent les auteurs récents ne font... Enfin, d'aller aux auteurs principaux parce que souvent les choses sont plus limpides dans leur modèle initial. Je vous parlais de Durkheim tout à l'heure, c'est pas parce qu'il a écrit au début du 19e que c'est décalé. Mais en même temps, sur vos sujets, et sur des sujets qui bougent beaucoup, il y a aussi souvent des références nouvelles. Donc c'est aussi important d'aller voir des références. Moi, je sais que quand j'évalue des articles ou des papiers ou des thèses, quand je vois des références qui s'arrêtent tous à, je sais pas, 2007 par exemple, ou 2008, je me dis, tiens, il a zappé les 5 dernières années ou les 7 dernières années, donc ça veut dire qu'il a repris des éléments de bibliographie anciens, qu'il n'est peut-être pas au courant de derniers développements, que peut-être il y a des gens qui récemment ont travaillé sur des choses qui vont plus loin que ce qu'il a fait, etc. Donc il y a un vrai travail de mise à jour, hein. Et puis adaptation avec les objectifs éditoriaux de la thèse, du journal, si c'était un article. Donc de savoir les différents supports que vous allez tirer de votre thèse, bien entendu, ils doivent être adaptés aux différents supports d'édition. Vous n'allez pas pouvoir faire des extraits directs de chapitres à publier. Donc il y a un travail de reformulation à chaque fois. Alors, une fois que j'ai dit ça, je reviens sur qu'est-ce que c'est qu'une bonne thèse ? Une bonne thèse, c'est pas seulement un cadre théorique, documenté et nourri. Une bonne thèse, c'est pas simplement une méthodologie rigoureuse, robuste. Une bonne thèse, c'est aussi des idées, des hypothèses stimulantes, inspirantes, et des résultats. Et trop souvent, on se contente de se protéger sur la théorie, sur les références, sur la méthode, en oubliant que d'abord, il s'agit de produire des idées, de produire de la connaissance. Il s'agit d'être un peu moins bête
quand on a lu la thèse que quand on a ouvert le document. Il s'agit que quand on est fini, on se dit « Ah bah tiens, oui, ça m'aide à penser des choses auxquelles je n'avais pas pensé, etc. » Alors peut-être que l'argumentation n'est pas forcément parfaite, que la méthodologie est autre, mais si ça produit des bonnes idées et pertinentes et réalistes, c'est déjà une grande part des choses qui sont gagnées. Hein, on peut peut-être parce qu'on ne va pas vous demander d'avoir un travail d'une rigueur, de la même rigueur, de la même aboutissement qu'un doctorat universitaire ou un PhD. Hein, c'est pas votre style de beauté, c'est pas là-dessus que vous êtes fort. Vous, ce sur lequel vous êtes fort, c'est votre expérience de praticien, de professionnel, votre connaissance des sujets et votre capacité à faire remonter des matériaux, des visions, des expériences, etc. Donc c'est là-dessus que vous allez pouvoir apporter. Alors, vous ne pouvez pas rester simplement là-dessus, mais ça veut dire que c'est d'abord, je pense que là-dessus, que vous pouvez être le plus fort et apporter beaucoup plus que le ferait un académique pur sucre qui fera un travail d'une rigueur parfaite, mais un peu plat. C'est un peu, je parlais tout à l'heure de figure de style, c'est comme dans le patinage artistique. Hein. En général, ceux qui gagnent aux figures imposées, ce n'est pas ceux qui sont les meilleurs dans les figures libres. Hein, dans les figures libres, peut-être qu'il a fait une erreur sur son double axel, etc. Mais si c'est beau, si c'est sympa, si ça donne envie de « Ah ouais, l'effet waouh », c'est mieux ça que d'avoir quelqu'un qui est capable de faire un cercle parfaitement au bon endroit, qui va retomber pile poil, etc., mais qui est un peu ennuyeux et pas très intéressant. Je le redis parce que c'est important. Hein. Une thèse, c'est d'abord de la production d'idées. Donc c'est d'abord c'est ça qui est important. Bon, une bonne histoire, c'est ce qui va aider. Une écriture agréable et convaincante, c'est aussi ce qui va aider à faire passer. On va y revenir. Alors, une fois qu'on a dit ça, on va prendre son stylo, on va avancer. Quelles sont les premières interrogations à se poser ? Au moment de l'écriture, première interrogation, ça va être finalement sur quel point je travaille, que ça soit sur un chapitre, sur un bout d'écriture, sur une version un peu incomplète. C'est quand vous allez rendre un chapitre ou une partie à votre directeur de thèse, la question c'est sur quelle partie vous allez travailler. Comment ça va s'insérer par rapport au reste ? Pourquoi ce point-là ? D'où il vient ? Etc. Donc déjà, c'est de repositionner, de recontextualiser la partie qu'on écrit par rapport à une réflexion d'ensemble. La deuxième, c'est que ça soit pareil sur un chapitre, sur un bout de partie ou sur une version complète plus tard, c'est d'identifier la question. Je disais tout à l'heure sur une question de recherche, il faut qu'une thèse, un chapitre, un écrit, c'est une question, c'est pas 36 questions qu'on va traiter. Parce que quand vous avez 36 questions, vous vous dispersez, vous passez de l'une à l'autre, etc. Et vous n'allez pas pouvoir développer un argumentaire rigoureux, construit et suivi si vous passez en permanence d'un sujet à l'autre, d'une question à l'autre, etc. Donc il vaut mieux réduire la largeur des questions, avoir une question qui soit spécifique, qui soit bien justifiée, que vous allez poser dans le titre, dans l'introduction, et qui va vous permettre d'avoir un peu comme quand on a monté l'escalier, il y avait une rampe et qui va permettre de se tenir à la rampe. Et bien, une idée, c'est ce qui va vous permettre d'avoir un cap. Alors bien évidemment, au fil de la thèse, au fil des parties, on va avoir plusieurs questions qui vont être traitées successivement, donc qui vont être réarticulées, qui vont se repositionner, mais c'est essentiel de ne pas suivre plusieurs directions dans la partie que vous écrivez et globalement à l'échelle de l'ensemble du document. Le positionnement, il est important pour les raisons que je disais tout à l'heure, pour éviter de fluctuer dans les notions, dans les référents, dans les champs disciplinaires. C'est important de bien situer les concepts, les positionnements, les problématiques, notamment parce que les notions n'ont pas forcément le même sens selon les différents auteurs. Hein, si je parle d'empirisme, par exemple, le sens de l'empirisme en sociologie, en économie, n'est pas le même, par exemple. Le rapport
ou en philosophie n'est pas le même. Si je traite la question de l'innovation, si je suis dans le champ de l'économie industrielle, dans le champ du management, dans le champ des systèmes d'information, là aussi, ce n'est pas exactement les mêmes notions et les mêmes choses que je vais mettre derrière. Donc, si j'utilise des références très différentes, le risque, c'est d'avoir des concepts qui soient dilués, qui soient un peu attrape-tout. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien préciser d'emblée la problématique d'ensemble et les hypothèses. Présenter les méthodes et les modes de travail, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu dans une forme de conclusion. C'est le point le plus important. Pour moi, dans la méthode, c'est pourquoi ce matériau et pourquoi cette démarche-là. C'est-à-dire pourquoi je choisis de traiter ma question à partir de cette démarche, à partir de cette méthodologie, pourquoi j'ai choisi ces données, comment je vais les traiter, comment ces données vont me permettre de répondre à ma question, et donc en évitant de justifier simplement ma méthode en disant c'est la méthode parce qu'elle est recommandée par le professeur X, le professeur Y, et j'ai appliqué exactement ce qu'il dit dans son ouvrage, dans ceci. Là, ça ne va pas expliquer pourquoi cette démarche-là est pertinente par rapport à votre question. Et donc, un design de recherche, une méthodologie, c'est d'abord ça. J'ai des interrogations. Qu'est-ce que j'ai besoin pour répondre à mes interrogations? On l'a bien vu dans le tour de table. Un peu à chaque fois, un peu la manière dont j'ai essayé de vous challenger. Et puis, travailler le déroulé de l'argumentation. Travailler le déroulé de l'argumentation, le storytelling, c'est annoncer, c'est d'abord choisir un fil de raisonnement et l'annoncer au lecteur. C'est-à-dire, voilà, je vais aller dans telle direction. Voilà les différentes étapes par lesquelles je vais vous prendre par la main pour vous suivre. Ça veut dire s'y tenir, le rappeler régulièrement tout au long de vos parties. Je reviendrai après, mais pour caricaturer, les différents chapitres d'une thèse, normalement, ou les différentes parties d'un article, hein, le même raisonnement s'applique selon le degré, ça devrait être pour chaque partie, elle devrait se conclure en disant « Dans la partie précédente, voilà ce que je vous ai raconté. » Et la partie suivante, ça devrait être « Dans la partie précédente, voilà ce que je vous ai raconté, et dans la partie qui suit, voilà ce que je vais vous dire. » Donc, n'ayez pas peur des redites sur récapituler ce que je viens de dire, en quoi ce que je viens de dire apporte une brique à l'ensemble du raisonnement, en quoi ce que je viens de dire appelle l'étape suivante du raisonnement, et ensuite, quand vous rentrez dans l'étape suivante du raisonnement, resituez ce raisonnement par rapport à ce que vous avez vu avant, par rapport à ce que vous voulez aller, pourquoi vous allez faire ça, et qu'est-ce qu'on peut en attendre. Donc ce travail de repositionnement permanent, à la fois dans les conclusions de ce qui vient de se passer et où je vais, et dans l'introduction, voilà ce qu'on a dit avant et voilà ce que je vais faire maintenant. Il y a un côté un peu bébête hein, dans les annonces et dans le positionnement, mais c'est essentiel parce que dites-vous bien qu'un lecteur, surtout pour une thèse, on ne lit pas une thèse comme un roman de A à Z, etc. Ça se lit souvent de façon un peu transversale parce qu'il y a des parties sur lesquelles on va aller plus vite, plus ou moins vite, etc., qui intéressent plus ou moins, qu'on anticipe plus ou moins, etc. Donc il faut qu'à tout moment, et ensuite, ça ne se lit pas en disant, tiens, je commence à 2h de l'après-midi et je termine à 6h du soir en ayant tout lu en continuité. On va lire par morceaux, par chapitre, en survolant. Donc c'est essentiel à tout moment que le lecteur puisse savoir où il en est, où il va, et que s'il est laissé le document pendant quelques jours, le reprenne, etc., il se remette tout de suite, rapidement, dans le raisonnement. Et puis, spécifier les résultats. Hein, là, je vous ai ce matin, à propos de la conclusion, hein, c'est important d'identifier les réponses que vous apportez, les contributions qui soient identifiables, les nouvelles connaissances actionnables que vous allez produire, à savoir des résultats qui soient opérationnalisables par les lecteurs ou par les gens à qui vous vous adressez. On l'a vu sur vos différents exemples. Alors, l'autre conseil
que je voudrais vous donner, qui est important, c'est qu'il faut commencer à écrire suffisamment tôt. Alors, commencer à écrire tôt, pourquoi? Parce que c'est ce qui permet d'avancer. Et quand je vous disais tout à l'heure, l'élaboration conceptuelle, l'élaboration des idées, elle passe par l'écrit. Ça veut dire que si vous contentez d'accumuler des matériaux, des données, des fiches de lecture, sans essayer assez tôt déjà de formaliser, de mettre en place les éléments du raisonnement ou même des parties particulières, vous risquez d'avoir beaucoup de mal à la fin, quand vous allez vous mettre à tout écrire pour avancer, parce que vous avez trop de matériaux, plein d'idées, plein de choses, etc. Donc n'hésitez pas à écrire suffisamment tôt. Pour ça, disposer dès le début d'un titre provisoire. Un titre de thèse, c'est pas forcément la phrase un peu compliquée qui essaie de tout résumer, c'est simplement une phrase qui va poser un peu le sens de ce que vous voulez faire. Hein. C'est le titre que vous allez donner à votre concierge, à votre femme, à votre voisin de bureau, etc. Gardez en permanence le pitch à l'esprit. Hein, c'est vraiment le fil rouge et la boussole pour vous aider de savoir où vous voulez aller, dans quel sens, comment tout ça ensemble et comment ce que vous développez est cohérent ou pas avec ce que vous allez élaborer. Je l'ai dit, hein, l'écriture aide à élaborer, facilite le développement de la pensée, mais ça permet aussi de pointer les incohérences des résultats. Moi, je trouve que une des grandes forces de l'écriture, c'est qu'on voit tout de suite. C'est pour ça que moi je pousse mes doctorants à écrire assez tôt, c'est qu'on voit tout de suite les failles du raisonnement ou les points un peu fragiles. On peut avoir l'impression que finalement tout va bien, mais dès qu'on écrit, on peut avoir parfois du mal à expliciter, mais c'est la même façon que quand on présente en public, quand on fait des cours. C'est-à-dire quand je fais des cours moi, sur des sujets nouveaux, je vois tout de suite, y compris sur des sujets qui sont proches de mes recherches, je vois tout de suite les moments où les arguments passent bien et les autres où ils passent moins bien. Et j'arrive même pas à me convaincre moi-même parfois de certains éléments. Et donc je sens bien que c'est des points que j'ai besoin de travailler. L'écriture, c'est la même chose. Hein. Si on a du mal à rédiger, à formaliser, c'est souvent que les choses ne sont pas mûres. Donc on a besoin peut-être d'aller davantage dans les références, dans les auteurs, éventuellement de travailler davantage la réflexion sur certains points, sur l'argumentation, sur les transitions, les articulations entre les différentes parties. Donc une des grandes forces de l'écriture, c'est aussi ça. C'est que ça aide à expliciter, puis ça aide à montrer où sont les points sur lesquels avancer. Et puis d'autre part, écrire suffisamment tôt, c'est ce qui va vous permettre de générer des interactions avec les autres. Si vous voulez avoir des échanges avec des camarades, avec votre directeur de thèse, ou avec éventuellement des collègues, ou des lecteurs même naïfs, ou pas forcément spécialisés, c'est en écrivant que vous pourrez avoir ces interactions. Sinon, vous allez raconter, mais raconter, on peut toujours raconter énormément. Vous voyez bien que dans la discussion, dans les échanges qu'on a eus aujourd'hui, ou vous avez eu les jours précédents, c'est pas la même nature d'échange si vous êtes simplement sur le récit de ce que vous dites, que si vous essayez de formaliser ça sur un petit paragraphe, un petit texte, un titre, etc. L'écrit force et permet d'avoir un échange différent. Et pour ça, écrire tôt permet d'avoir des interactions tôt en évitant d'avoir l'interaction au seul moment où vous avez vos 200 pages ou vos 300 pages que vous avez données, qui sont complètement indigestes, sur lesquelles vous aurez des retours très globaux, etc. Alors que si vous avez des parties plus courtes, plus condensées, plus ramassées, plus cohérentes, les gens peuvent plus facilement vous faire des retours constructifs et utiles pour vous. Alors, pourquoi ces retours sont importants? C'est que la production de recherche n'est pas une production individuelle, c'est pas un travail d'intellectuel qui est dans son bureau avec plein de livres autour de lui, qui réfléchit et qui va sortir son grand œuvre comme ça. La production de recherche en sciences sociales, c'est quelque chose qui va se nourrir des interactions avec les autres, des présentations qu'on peut faire, des discussions avec les collègues, etc. Je prends juste un exemple, qui est l'exemple des articles académiques, hein, pour dire que même sur la recherche professionnelle, c'est la même chose. Là, c'est sur un grand journal
les statistiques sur le nombre de papiers qui sont soumis pour publication et qui sont progressivement publiés. Hein, sachant que dans les journaux, les chercheurs soumettent des articles, il y a des relecteurs qui vont les évaluer et qui vont les faire retravailler ou les publier ou les rejeter, etc. Ce qui est intéressant, c'est que la moitié des papiers ne passent pas le stade de l'éditeur en chef. Un tiers des papiers sont rejetés d'emblée dès la première lecture. Et surtout, au final, il y en a à peine un peu plus d'un quart qui est publié sur 100%, donc quasiment 1 sur 4 à peine. Mais c'est surtout ça que sur lequel je voulais insister, c'est que sur les articles publiés, un article publié dans une revue académique, c'est au minimum 3 processus de révision, c'est-à-dire c'est au minimum 3 versions, où il y a une première version, on va l'envoyer à 2 lecteurs qui vont faire des commentaires, qui vont dire oui, il faut le transformer dans tel sens, etc. Ça va être envoyé à l'auteur qui va soumettre une deuxième version. Et les relecteurs vont dire oui, il y a du mieux, mais il faudra encore travailler dans tel sens, etc. Et puis comme ça, donc on a 3, parfois 4 versions avant acceptation. Tout ça pour dire que même sur les revues académiques, etc., le travail d'élaboration de contenu, de publication de recherche, se nourrit et passe très largement par ces séquences de je fais des commentaires, je transmets, je modifie, je refais lire, et puis on me redonne des commentaires, etc. Et bien entendu, c'est assez proche de ce que vous allez avoir avec vos directeurs de thèse. Hein. Vous allez transmettre des versions, il va vous faire des commentaires, vous allez remodifier, etc. Donc ce processus, il est partie intrinsèque de ce qu'est aujourd'hui la recherche. Ce n'est pas simplement je suis dans mon bureau, j'élabore, etc., et puis je vais sortir un document parfait. Non, c'est à partir des documents successifs, des versions successives que je fais lire, que j'interagis, etc., que progressivement va s'élaborer la qualité de mes travaux. Alors bien entendu, ça veut dire que souvent vous allez avoir des retours critiques de vos relecteurs ou de votre superviseur ou de votre directeur de thèse. Et en général, c'est des retours qui ne font pas plaisir. Si vous pensez avoir fait quelque chose vous êtes très content, vous dites, ah, bon, écoute, j'ai fait mon chapitre, 30 pages, j'ai plein d'idées, etc., c'est vachement bien, j'ai l'impression d'avoir des résultats très intéressants, et puis au final, vous avez le directeur qui dit, mais écoute, c'est nul, c'est pas assez rigoureux, qu'est-ce que tu racontes là, tu n'as pas le droit de dire ça parce que ceci. Je dis, mais ça fait partie du travail, hein. Michel pourra en témoigner, ça concerne tout le monde. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On respire un grand coup. Ouais, c'est ça, on digère. Et on boit un grand coup. Voilà. Et puis, le point important, c'est qu'on se dit, mon argument, c'est le lecteur a toujours raison. Le lecteur a toujours raison, ça veut dire qu'il faut comprendre pourquoi vous avez des commentaires négatifs. Même si vous avez l'impression que ce que vous avez fait, c'est... Et heureusement que vous avez l'impression que ce que vous avez fait est vachement bien, parce que si vous-même n'êtes pas convaincu de la pertinence de votre travail, vous n'allez pas convaincre les autres. Donc c'est important d'être convaincu et d'être suffisamment sûr de soi pour avancer. Mais ça veut dire qu'il faut comprendre le sens de ces retours négatifs. Moi, je suis très dans une approche phénoménologique. Qu'est-ce que c'est que la phénoménologie? C'est que finalement, toutes les actions, les observations font sens, et font sens par rapport à la perception que j'en ai. Si quelqu'un réagit négativement sur un texte, ça peut être ça veut dire que quelque part, peut-être qu'il se trompe, peut-être qu'il a tort sur son jugement, mais ce qui est vrai, c'est que sa réaction est négative. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est vrai, le sens, la phénoménologie, qu'est-ce que ça dit? Je ne sais pas si le phénomène est réel, par contre, la perception du phénomène, elle est réelle. Je ne sais pas si ce projecteur est chaud, mais par contre, je sais que si je mets la main dessus, moi, je le sens chaud.
Et si je le sens chaud, c'est peut-être qu'il a chauffé, c'est peut-être que j'ai de la fièvre, peut-être, etc. Donc à partir de la perception, je vais pouvoir tester des hypothèses. Est-ce que l'appareil chauffe? Est-ce que ma main, est-ce que je transpire? Est-ce que j'ai de la fièvre, etc. De la même façon, si je mets un papier dont je suis content et qu'un lecteur réagit négativement, je vais me poser la question, est-ce qu'il réagit négativement parce que ce que je raconte est faux et que j'ai des erreurs de raisonnement? Est-ce qu'il réagit négativement parce que j'ai mal expliqué ce que je veux dire et que donc il faut peut-être que je retravaille mon argument ou parce que je n'ai pas assez expliqué? Donc, quelle que soit la pertinence du lecteur ou le fait qu'il se trompe ou pas, le fait qu'il réagisse négativement, ça c'est vrai. Et ça c'est indiscutable. Et par rapport à ça, moi je peux réagir. Et je peux réagir en disant, je vais changer mon argumentation, je vais peut-être ajuster mes données, ou si je pense qu'il se trompe ou que sa réaction est mauvaise, c'est peut-être parce que c'était pas lui qu'il fallait que je fasse lire, parce que c'est pas quelqu'un qui connaît assez mon sujet pour comprendre ce qu'il y a, ou bien je vais essayer d'expliciter mieux à ce moment-là la position des choses pour qu'ils comprennent ce que je voulais dire et autres. Donc simplement, partez de là et ne prenez pas les commentaires négatifs négativement, mais au contraire, je veux dire, presque on apprend plus des commentaires négatifs que des commentaires positifs. Un lecteur positif qui dit « Ah oui, c'est pas mal, etc. » Vous ne pouvez pas en faire grand-chose. Ça vous conforte dans la conviction que vous êtes dans la bonne direction, mais ce n'est pas ça qui va vous aider à faire avancer votre travail. Par contre, quelqu'un qui vous fait plein de remarques en disant « Non, là tu as tort, non, il faudrait citer plutôt tel, etc. » C'est le mieux. C'est ça qui va permettre de nourrir et d'avancer, de compenser, de corriger, etc. L'autre élément, c'est, une fois qu'on a fait ça, donc comprendre pourquoi, c'est de répondre et de reprendre le travail. Et là c'est pareil, je vous disais tout à l'heure, dans les articles académiques, on a facilement 3 relectures, 4 relectures dans les plus grandes revues. Il ne faut jamais abandonner. It's not over until it's over. Tant que le directeur de thèse vous a dit écoute, je veux plus t'encadrer parce que vraiment tu es trop nul, tu n'avances pas, etc. Ça fait trop longtemps et autres, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Il faut éventuellement retravailler, repréciser, remettre les choses sur le métier, répondre plus vite et autres. Mais tant qu'on ne vous a pas mis dehors à coups de pied, il faut s'accrocher comme la bernique sur son rocher. Et donc, ne pas baisser les bras. Tout le monde est critiqué et rejeté plusieurs fois dans l'activité académique. L'activité académique est probablement une des activités les plus concurrentielles et les plus violentes dans la vie sociale, notamment, je pense, par exemple, par rapport à la vie d'entreprise. Il y a les relations dans l'entreprise, vous parlez des communications, elles sont beaucoup plus confortables et faciles à vivre que les relations dans le milieu académique. Pourquoi ? Parce que sur l'expérience, pourquoi je vous dis ça ? Parce que dans la vie industrielle, vous avez d'une certaine façon des règles parce que il faut faire du business, donc c'est une chose. Il y a des règles hiérarchiques et une forme de respect d'un cadre d'interaction qui est un cadre structuré qui est lié aux entreprises, avec tous ses défauts, toutes ses limites, etc. Dans le milieu académique, c'est pas le cas, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie. Sauf que un senior qui va présenter un papier dans une conférence, le jeune doctorant qui vient de débarquer, etc., il est capable de lever la main, de dire « Non, je ne suis pas d'accord, vous dites n'importe quoi, etc. » Alors que le PDG d'une entreprise qui fait un speech, le stagiaire qui débarque, il ne va pas lever pour aller critiquer le PDG. Dans le milieu académique, vous n'avez pas d'argent qui circule et qui est support d'échange. Donc en fait, c'est les valeurs symboliques qui sont importantes, c'est la réputation, c'est la notoriété. Et donc les gens vont se battre
mordicus et très très violemment pour défendre la réputation, pour dire non, je suis meilleur que l'autre, je suis plus, ce que je dis est plus intéressant, il raconte n'importe quoi. Donc il n'y a pas d'éléments qui permettent de réguler facilement ce milieu, et c'est pour ces raisons-là. Et donc, quand je disais tout le monde est critiqué, Michel pourra en témoigner aussi, hein, aussi bien dire les processus de révision que je vous disais, c'est des processus qui sont à l'aveugle, c'est-à-dire qu'on envoie des papiers. Ben, les papiers sont évalués par des gens qui ne connaissent pas quels sont les auteurs. Donc, que ça soit un jeune doctorant, un senior, etc., qui envoie un papier, il va être critiqué, finalement, du moins à l'aune des mêmes éléments. Donc, c'est pour ça que je veux dire, il y a une forme de violence qui est que il n'y a pas de position installée. En tout cas, elles sont beaucoup plus difficiles à soutenir et que sur le contenu, l'élaboration des contenus, c'est dans le challenge permanent. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce que ces réactions éventuellement difficiles, critiques, etc., que vous allez avoir, ça fait partie du travail, ça fait partie de l'activité, et c'est ça qui permet d'avancer, c'est ce retour critique qui est parfois difficile à vivre, mais qui est aussi utile parce qu'il permet de se dépasser et d'aller plus loin dans l'élaboration, dans le travail. Mais je pense que sur ces journées-là, les retours des différents profs ont probablement aussi été assez challengeants. Donc, c'est pas étonnant si vous dormez mal, si ça vous pose des questions, si ça vous perturbe. C'est aussi ça qui fait avancer. Hein, si c'est simplement pour être rassuré dans ce qu'on a fait, c'est important parfois d'être rassuré. Heureusement, parce que il faut aussi, on ne peut pas vivre en permanence dans la violence, dans la tension. Mais en même temps, donc cette interaction avec les directeurs de thèse, elle peut aussi amener par des critiques. Alors, les risques dans la thèse, premier risque, ça va être de se cacher derrière les théories et la méthode. Je disais tout à l'heure, oublier qu'on a des idées, et c'est pas parce qu'on va mettre des théories et des méthodes qu'on va être bien. Hein. Trop de références, mais pas d'idées originales. Multiplication des traitements statistiques, mais pas de résultats identifiables. Des points trop nombreux, trop complexes, des questions insuffisamment tranchées. Donc ça, c'est une première série de défauts importants à éviter. Deuxième série de défauts, mais je pense que c'est aussi le cas, ou ça a pu être le cas pour certains d'entre vous, se noyer dans l'hyperspécialisation. Un cas qui est traité de manière trop spécifique, sans dégager suffisamment les résultats ou les enjeux trop larges. Ce que je disais à Faisal tout à l'heure, la manière dont vous posez spontanément le sujet, il peut renvoyer des questions plus larges, mais tel que vous le formulez, il est trop spécialisé et ne permet pas assez de dégager des espaces pour une réflexion. Il faut aussi se poser la question de l'extension des résultats. En quoi ce que vous avez trouvé peut aider, peut apporter quelque chose à d'autres. Se couvrir et alourdir sa thèse pour se protéger et se rassurer, c'est-à-dire quoi ? Ça veut multiplier les travaux, les figures, les tableaux, les figures, les références, les graphiques, superfétatoires, inutiles. Le plus est l'ennemi du bien. Hein. C'est l'argumentation, ça ne veut pas dire d'accumuler les données, d'accumuler les références, d'accumuler les travaux. Ce n'est pas pour ça que ça sera mieux. Alors quand on le dit comme ça, on dit oui, bien sûr. Et vous verrez que si vous regardez certaines thèses, que ce n'est pas si simple que ça, parce que quand on n'est pas très sûr de ses idées, de ses arguments, la tendance, il y avait une publicité, c'était Monsieur Plus à l'époque, il rajoutait un peu de sucre, un peu de noisette, un peu de chocolat, etc. sur, je ne sais plus quelle des barres chocolatées. Donc là, c'est pareil, je ne suis pas complètement sûr, donc tiens, je vais remettre un peu de résultats, je vais remettre un peu d'économétrie, je vais encore remettre quelques lectures, et puis ça montrera que c'est rigoureux. Non, ça ne montrera rien du tout. Ça montrera surtout que, au contraire, ça risque de visibiliser l'insuffisance, en tout cas, de l'apport. L'autre risque, c'est de se perdre dans l'écriture. C'est que quand on écrit trop facilement, on va être dans des développements très rhétoriques, journalistiques, verbeux, où finalement je vais développer des idées, mais sans vraiment de résultats, sans vraiment de matériaux empiriques, sans référence, en écrivant. Donc ça aussi, c'est un autre risque, c'est de diluer complètement et très largement l'apport de la recherche ou les développements de la recherche. Et j'arrive sur les deux
Dernier slide, premier slide sur les conseils d'écriture. Important d'écrire clairement, soigner les introductions, les résumés, les transitions, écrire simple, éviter les erreurs ou les fautes de français, soigner la présentation de la bibliographie. C'est presque évident, mais il faut se le redire parce que le caractère convaincant de l'écriture va être déterminant. Organiser correctement sa thèse. Là aussi, c'est presque des banalités, mais les paragraphes et les parties, elles doivent être équilibrées. C'est vrai pour une thèse, c'est vrai pour des chapitres. Vous ne pouvez pas avoir une introduction d'une page, un chapitre qui fait 50 pages, le chapitre suivant qui fait 10 pages, etc. Il y a un problème d'équilibre et de cohérence. Sinon, c'est votre plan qui n'est pas bon. Pensez aux articulations, aux différents titres, aux sous-titres, présentez correctement les tableaux. Ça ne sert à rien de mettre un tableau si vous n'expliquez pas dans le corps du texte à quoi il sert, qu'est-ce qu'il faut en retirer, quel constat, etc. Soumettre des documents finis et propres, même si c'est des documents intermédiaires à votre directeur de thèse. Des documents finis et propres, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de faute de frappe, il n'y a pas de faute d'orthographe, que les noms propres sont correctement traités, que les références sont correctement citées, que la pagination y est. Pourquoi est-ce que... Moi, je suis très sensible aux fautes d'orthographe, par exemple, aux fautes, etc., ou à ces éléments-là. Pourquoi? C'est pas parce que je suis un maniaque de l'orthographe. C'est que si quelqu'un me fournit un document qui est truffé de fautes d'orthographe, qu'est-ce que ça veut dire? Manque de respect. Pardon? Manque de respect. Oui, manque de respect, mais même pas. À la limite, ça, je ne vais pas évaluer le respect quand j'évalue la qualité d'une thèse. Ça veut dire qu'il ne l'a pas relu. Ça veut dire qu'il ne l'a pas relu. Et s'il ne l'a pas relu, c'est sans doute qu'il y a d'autres aspects du travail qui sont peut-être faibles et qu'il n'a pas relu. C'est comme les comptables. Je ne sais pas, vous êtes une entreprise. Les comptables, s'ils trouvent 1 euro de différence entre l'actif et le passif, c'est pas le problème de l'euro de différence qui va lui poser problème. C'est-à-dire, s'il y a 1 euro de différence, c'est qu'il y a quelque part un gros problème et qu'il y a des erreurs dans le bilan. Et là, c'est pareil. S'il y a des fautes, etc., et qu'il n'y a pas eu de relecture finale, c'est qu'il y a des problèmes et qu'il y a peut-être d'autres erreurs plus grossières, etc. Et votre directeur de thèse, il n'est pas là pour, ou vos relecteurs, ils ne sont pas là pour faire un travail que vous pouvez faire. Si vous voulez optimiser l'interaction avec votre directeur de thèse, il faut que tout le travail que vous pouvez faire, vous le fassiez avant de lui donner le travail. Parce que si son apport, c'est simplement de corriger les fautes d'orthographe, c'est du temps gâché. Dernier point, un peu les toutes dernières questions à se poser et à vérifier. Est-ce que ma thèse traite vraiment du sujet qu'elle annonce? Hein? C'est trop tard de poser cette question. Oui, non, mais c'est dire en même temps, au moment de l'écriture, l'élaboration. Non, c'est trop tard. Il y a beaucoup de thèses où le titre n'a rien à voir avec le contenu. Le titre peut être décalé, parce qu'on a gardé son titre depuis le départ, on ne l'a pas changé, et que finalement, ce qui est dedans, c'est pour ça que je vous disais, le pitch est important, parce que c'est votre fil rouge. Si vous avez progressivement dérivé, vous n'êtes même pas aperçu que vous avez dérivé. Et que finalement, vous avez l'impression de traiter un sujet, alors que dans le document, c'est autre chose dont vous parlez. Alors bien entendu, je le formule comme ça, mais c'est une vigilance à avoir un peu en continu, mais je le dis parce que c'est des problèmes. De la même façon, est-ce que finalement, ou plutôt dans quelle mesure la thèse répond à la question qu'elle pose au départ? C'est de la même façon, hein, on a des glissements successifs, et garder ces questions-là à l'esprit, ça permet aussi de se reposer régulièrement. Je ne suis pas très convaincu, etc. Mais en même temps, c'est à vous aussi de vous réinterroger sur ces questions-là. Est-ce que... Hein? Oui, tout à fait. Mais le directeur de thèse, il va réagir par morceaux, etc. Il va réagir sur un document complet, mais une fois que le document sera complet, on va pouvoir faire des commentaires très très précis, très spécifiques sur. Enfin, on fait des commentaires et on fait beaucoup de commentaires, mais on ne va pas reprendre la main pour refaire la thèse à votre place. C'est ce que dit Michel.
Bon, on continue, etc. Est-ce que chacun des points évoqués est réellement approprié par rapport à ma question? Là aussi, hein, le travail sur un document traitable. La grande difficulté, notamment sur un travail de thèse, c'est qu'on est prisonnier de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez sué pour faire des questionnaires, élaborer des données, faire des entretiens, etc., vous dites, tiens, j'ai plein de choses intéressantes. Si ça n'a pas tellement à voir avec votre sujet, ou si votre sujet est un peu dérivé, le problème, c'est qu'il va être capable d'abandonner certaines parties du travail que vous avez fait. Parce que ça va être déconnecté de l'objet, ça va affaiblir éventuellement les éléments. Donc la grande difficulté, souvent, c'est d'abandonner des choses qu'on a déjà faites. Et c'est de couper. Parce que vous avez beaucoup de données, un traitement économétrique qui est très pertinent, par exemple, si vous faites du quanti. Vous avez fait plein de questionnaires, et puis vous apercevez qu'à l'arrivée, vos questionnaires finalement ne répondent pas très bien à la question de départ, mais vous dites, c'est idiot, j'ai quand même fait beaucoup d'entretiens, j'ai passé des heures, il faut que je le mette dans la thèse pour montrer ce que j'ai fait. Mais si c'est un peu loin du sujet, vous voyez qu'il y a ce problème-là aussi, à la fois de se dire est-ce que je mets ce que j'ai besoin, mais finalement, est-ce que je ne mets pas des choses qui sont un peu secondaires ou problème d'organisation? Est-ce que le matériau que je présente est correctement organisé? Est-ce que finalement, tous les points importants de mon argumentaire s'appuient bien sur des exemples de mon matériau, sur des références, sur des arguments? C'est-à-dire, est-ce que finalement, chaque fois que j'avance des idées, des étapes, est-ce qu'ils sont fondés par ce que j'ai fait ou est-ce que c'est simplement des idées un peu générales comme ça? Quand je disais tout à l'heure, une démarche de thèse, c'est un peu la rigueur et le caractère un peu systématique par rapport à un papier journalistique, c'est un peu là-dessus qu'on va le retrouver. C'est de se dire, finalement, chaque étape est consolidée parce qu'elle va s'appuyer sur ce que j'ai vu, sur ce que j'ai lu, sur des constats ou sur des arguments logiques ou une suite logique d'arguments. Bon, est-ce que élément, hein, Michel est sensible aussi par tout le travail qu'elle fait sur les plagiats. Est-ce que toutes les sources que j'utilise, toutes les idées, etc., que je mentionne sont bien référencées? Est-ce que je mentionne bien les auteurs auxquels je m'appuie? Est-ce que je les cite correctement? Est-ce que je ne m'approprie pas des idées qui sont des idées d'autres? Est-ce que je fais bien la part entre mes idées et celles des auteurs? Hein, si vous voulez souligner l'originalité de votre travail, c'est important ça. Hein. C'est de se dire, voilà, un tel dit ça, etc. Mais moi, je pense que, voilà, j'avance telle chose qui est un peu différente, etc. Donc là aussi, c'est important dans une thèse de pouvoir clarifier la partie inédite, nouvelle, parce que c'est aussi ça la qualité d'une recherche. On recherche ce qu'on ne trouve pas. Si c'est simplement pour appliquer des méthodes déjà connues à des sujets et à des secteurs déjà explorés, bon, c'est des études appliquées, hein, mais c'est pas de la recherche. Est-ce que la longueur de la thèse est adaptée au contenu? Bon, c'est lié un peu à ce que je disais. Il y a souvent du matériau qui est un peu inutile ou peut-être c'est parfois trop long par rapport à la pertinence de ce qu'on veut rajouter. Est-ce que c'est écrit simplement, clairement, sans phrases confuses, sans mots inutiles? C'est le travail de relecture un peu final. Hein, relire. Alors, d'une certaine façon, je peux vous rassurer, je fais plusieurs livres. Michel pourra témoigner aussi, elle en a fait beaucoup. Une fois qu'on a fait des livres, on s'aperçoit toujours, une fois que le livre est édité, qu'il y a encore des fautes de frappe, qu'il y a encore des erreurs, etc. Et même, on a pu le relire 50 fois, le donner à relire à des collègues, etc. Il reste toujours des scories, donc ça, c'est pas forcément très grave. Entre les quelques scories qui vont rester et le caractère un peu propre, je réinsiste parce que j'en parlais tout à l'heure, qu'on peut attendre d'un document, il y a une marge et il ne faut pas hésiter à le relire. Et pensez surtout, alors bon, ça sera surtout dans la phase finale de votre thèse, que cette partie de relecture, de finalisation, de mise au propre du document avec sa pagination, sa mise en page, ses titres, ses tableaux, etc., prend énormément de temps et prend toujours beaucoup plus de temps que ce qu'on pensait au départ. Donc c'est une partie importante à ne pas minimiser
et à ne pas minimiser non plus dans l'organisation de votre travail.